Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Notre invité est journaliste et écrivain, fin observateur de la vie politique française. C'est un plaisir de le recevoir ce matin sur ce plateau. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Jacques Serret. Votre dernier ouvrage chez Gallimard s'intitule « Voyage dans la France d'avant », car la France change, vous le constatez, vous le décrivez. Et c'est ce que vous allez faire jusqu'à 11h avec nous. À mes côtés pour vous interroger, Clémence Lemestre pour Les Échos. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Thomas Bonnet pour CNews. Bonjour Thomas. Bonjour Jacques, bonjour Franz-Olivier Gisbert. Franz-Olivier Gisbert, j'aimerais revenir avec vous ce matin sur ce qui s'est passé vendredi après-midi dans le métro, sur la ligne 3, en plein cœur de Paris. Un homme armé d'un couteau a attaqué 3 femmes. Il s'avère que cet individu n'avait rien à faire sur notre sol, de nationalité malienne, en situation irrégulière. Il a déjà été condamné l'an dernier pour vol aggravé et agression sexuelle, sorti de prison en juillet. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, puis placé en centre de rétention administrative pendant 90 jours avant de ressortir libre avec assignation à résidence. Voilà le résultat, 3 femmes blessées et évidemment très choquées. Le bilan aurait pu être dramatique. Comment l'observateur que vous êtes perçoit ces informations ? Vous le journaliste, comment classez-vous cela ? Comment classez-vous cette actualité ? Est-ce que vous la classez dans l'ordre du simple fait divers ou est-ce qu'on est bel et bien, une fois de plus, dans un fait de société ? David Lisnard, le maire de Cannes, parle d'effondrement. Je crois que c'est encore effectivement un signe d'effondrement. Il y en a plein. Si on regarde ce week-end, il y a l'incroyable, mais c'est absolument incroyable, le refus d'obtempérer de Noël, qui était quand même un gros refus d'obtempérer. Il y en a 25 000 en France, mais enfin... Puis c'est devenu une habitude, c'est-à-dire que ça va devenir légal. C'est comme si c'était normal. Et puis voilà, on s'habitue. Et puis, je dirais aussi ce feu d'artifice sur le Champ de Mars aussi, c'est très étonnant. Et ça, et puis ça se termine évidemment en eau de boudin, puisque le Malien est envoyé en psychiatrie, alors qu'il a été quand même condamné pour... Sa garde à vue a été levée. Oui, mais il pour est quand même une agression sexuelle aggravée. Enfin, c'est pas non plus... c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit délit. Donc, effectivement, on a ce sentiment, je pense, les Français l'éprouvent, on l'éprouve tout le temps, d'effondrement, d'affaissement, et qui va aussi avec l'habitude. C'est-à-dire, finalement, on est révolté la première fois, c'était déjà il y a quelques années, mais maintenant, les faits s'accumulent, et puis on s'habitue de plus en plus. Je rappelle que la garde à vue de cet homme a été levée. Sous OQTF, libéré avec assignation à résidence, c'est exactement le même schéma finalement que le meurtrier présumé de la jeune Philippine dans le bois de Boulogne en septembre 2024. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État ne retient aucune leçon des faits passés pour protéger ses enfants, pour protéger les citoyens ? Enfin, l'État, il a essayé, puisqu'il a essayé de changer un peu la règle du jeu et d'allonger un peu... la durée de rétention de 90 à 210 jours. C'était un effort. Ça n'a pas été fait. Le problème, ça n'a pas été fait parce qu'effectivement, c'était censuré par le Conseil constitutionnel. C'est encore une censure, à mon avis, qui n'est pas terrible, parce que je rajoute aussi, il y a la censure sur les mineurs, sur la loi sur les mineurs de la loi Attal, qui était quand même, à mes yeux en tout cas, un vrai scandale, comme d'ailleurs l'annulation de la loi, de la plupart des amendements de la loi immigration, vous vous souvenez, au début de l'année, où vraiment le Conseil constitutionnel s'est foutu du monde en utilisant l'article 45 de la Constitution et en lui faisant dire le contraire, en fait, de ce qu'il disait vraiment. Vous pensez justement que le Conseil constitutionnel a plus un avis politique que justement sur le droit, sur la Constitution ? Vous pensez que ce sont des avis qui sont plus politiques et c'est ce que vous lui reprochez ? Oui, c'est-à-dire que il a pris de plus en plus de pouvoir au fil du temps, comme la plupart des institutions en France, le pouvoir politique s'effondrant aussi d'année en année. Vous avez effectivement l'apparition, le Conseil d'État, d'ailleurs ça commence à la fin des années 70. Il a commencé à dire les choses, par exemple, à tenir la dragée haute au pouvoir, notamment par exemple sur l'immigration. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, c'est de plus en plus régulier. Je pense qu'il y aura peut-être une inflexion dans les années à venir, parce qu'il y a un nouveau président qui est arrivé. J'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu plus à l'écoute que le précédent. Mais enfin, c'est clair que cette situation ne peut pas durer éternellement, parce que vous avez des gouvernements qui décident et qui sont entravés, je dirais presque systématiquement. Je ne parle pas des autres institutions, parce qu'il y a un problème aussi, ça on voit très bien, c'est que, vous savez,
qu'est-ce qui compte le plus pour gouverner? C'est la souveraineté populaire. La souveraineté populaire est de moins en moins entendue parce que après, vous avez tous les comités Théodule, vous avez notamment du côté de l'Europe, vous avez les cours de justice, enfin tout ça qui fait que les décisions du gouvernement ne sont pas appliquées. Alors, je dirais, c'est aussi quand même très souvent une mauvaise excuse pour ces gouvernements pour dire voilà, c'est pas de notre faute, etc. On a essayé, mais on n'a pas pu. Là-dessus, je vous rappelle quand même, il faut que les Français en soient bien conscients. Parce qu'il y a quand même un manque de courage évident dans notre classe politique française. C'est le grand sujet, c'est l'absence totale de volonté et de courage. Parce que vous regardez ce qui se passe, et je prends deux exemples radicalement différents. Le Danemark, Mette Frederiksen, qui est social-démocrate, a pris des décisions très rudes, notamment en matière d'immigration. Bon, en matière de finances publiques, ça c'est un autre sujet, mais en matière d'immigration, elle y est allée très fort. Bon, il n'y a aucune réaction de la part de l'Europe, et ça paraît comme normal. Ensuite, Giorgia Meloni, réputée, elle, d'extrême droite, en Italie, elle a fait le boulot. Elle a fait le boulot. Alors, on lui reproche d'avoir régularisé les clandestins, mais enfin, encore heureux qu'elle l'ait fait, parce que sinon, on aurait eu des scènes atroces à la télé tous les soirs, peut-être encore dans quelques années. Donc, évidemment, c'était ce qu'il fallait faire, mais elle a réduit les entrées pratiquement de moitié, ce qui est énorme. Vous voyez, donc on peut le faire, on peut le faire. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'il faut forcer les choses, et puis peut-être faire un jour ce que De Gaulle avait fait, d'ailleurs. Vous vous souvenez, De Gaulle était européen, contrairement à ce qu'on raconte. Il était pour l'Europe. Mais bon, c'était une Europe un petit peu, comment dire... je dirais pas... oui, un peu musclé, son Europe, sa conception de l'Europe. Il était pour l'Europe des patries, comme il disait, l'Europe des pays, l'Europe des nations. Et donc, quand il y avait un problème avec l'Europe, il faisait la politique de la chaise vide. Thomas Bonnet. Sur le sujet de l'immigration, François-Olivier Gisbert, vous avez listé un certain nombre d'événements qui sont produits ces derniers jours. J'ajoute à votre liste un événement qui s'est produit hier à la Madeleine, un sacristain. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Là Oui, aussi, par un j'avais oublié. Atroce. Le comble, bien entendu. Et puis le monsieur est reparti tranquille. Voilà, il a agressé. OQTF également. Il a blessé, voilà. Il a agressé le curé de la Madeleine et il est reparti. On a un sujet avec les OQTF, indéniablement, François-Olivier Gisbert. Alors, comment on agit? Emmanuel Macron avait promis 100% des OQTF exécutés. C'était en 2019 de mémoire. On est aujourd'hui à peine à un peu plus de 10%. On a un vrai sujet avec ça. Il ne faut pas perdre son temps à citer les promesses d'Emmanuel Macron, parce que je vous signale aussi qu'il avait dit qu'il n'y aurait plus de pauvres, il n'y aurait plus de SDF, il n'y aurait plus de ceci, il n'y aurait plus de cela. Enfin, il faisait une promesse par jour. Bon, aujourd'hui, on ne va pas faire le bilan, parce que c'est trop bête. Mais, enfin, c'est trop bête, c'est pas trop bête de le faire, mais ces promesses sont un peu bêtes, il faut dire, pour la plupart. Seulement 7% des OQTF. Les OQTF, mais oui, parce qu'évidemment, il faut qu'ils soient reçus, les OQTF. Mais ça... Comment on fait justement pour que les pays les reprennent? Parce qu'un des problèmes des OQTF, c'est pas tant que la France ne veut pas les renvoyer, c'est que les pays ne veulent pas les récupérer. On parle du Mali, on parle de l'Algérie. Ces deux pays refusent de récupérer leurs ressortissants. Comment on peut exiger de ces pays qu'ils reprennent leurs ressortissants qui sont sous OQTF? Eh bien, on peut essayer de le faire, en tout cas. À mon avis, ça n'est même pas fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, la France est un paillasson pour la plupart de ces pays. Pourtant, on les aide. Il y a des aides, on le sait. Il y a des chiffres sur les aides. Et il faut aller les voir et leur demander, sérieusement, avoir un vrai... avoir un rapport de force avec eux. Par exemple, l'aide publique au développement, on dit on arrête tant que vous ne nous délivrez pas de laissez-passer consulaire, par exemple? Par exemple, voilà. Enfin, je veux dire, je répète, on a l'impression, en France, en tout cas, moi, c'est mon sujet, on n'est pas gouverné. Je veux dire, par exemple, vous parlez de mon livre tout à l'heure. La France, c'est une ode à la France. La France, c'est un pays formidable, avec un très bel avenir. Mais on a des gouvernants, on a l'impression qu'ils n'y croient plus, qu'ils ne font plus rien. Or, de ça quand? De quand ce fait que nos gouvernements, vous dites, ne sont pas courageux et ne croient plus justement à la grandeur de la France? Ça date de quand, à votre avis? Les 10 dernières années, c'est-à-dire à partir de 2017, 10, non, c'est un peu moins, mais bon... Il y a peut-être encore 1 an et demi à tirer, mais ça n'a pas été terrible, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est l'impuissance, et c'est toujours la faute des autres, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, et on ne fait rien. Mais je dirais, l'impuissance, elle commence bien avant, elle commence, je dirais, à partir de 1981, quand les socialistes arrivent au pouvoir, ils font cette politique débile que nous proposent d'ailleurs aujourd'hui les socialistes, les quelques socialistes qui sont restés là, qui ont réussi à être élus,
et qui ont réussi à être maintenant pratiquement les numéros 2 du gouvernement Le Cornu, enfin, même s'ils n'en font pas partie, ces socialistes-là, ils avaient une politique à l'époque, vous vous souvenez sans doute, c'était on va augmenter les dépenses, ça va augmenter la croissance. Ça n'a pas duré longtemps. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Mais ce qui est très étrange, c'est que la droite, après, qui a succédé, la gauche, la droite, etc., à chaque fois a repris cette politique. Et d'ailleurs, Macron lui-même, c'est-à-dire on augmente toujours les dépenses, et à la fin, de toute façon, il n'y a pas de croissance, et ils ne comprennent pas. Mais ça ne marche pas. De Gaulle l'a prouvé en 1958, il a coupé les dépenses, il a présenter un budget en équilibre, et à partir de 1958, la France a connu une croissance de dingue, pour employer un mot macroniste, de dingue, puisque c'était du 5 à 6%. Mais cette politique-là, personne n'ose la reprendre. Vous savez pourquoi ? Parce que ça demande du courage. Parce qu'évidemment, quand vous réduisez les dépenses, vous en prenez plein la gueule. Et on a des politiques qui rasent les murs. Franz-Olivier Gisbert, dans votre dernier livre, Voyage dans la France d'avant, vous avez justement une réflexion sur les mouvements démographiques et vous décrivez notamment, je vous cite, « Les nouveaux arrivants qui croient souvent, non sans raison, avoir plus de droits que de devoirs, ont tendance à considérer la France comme une terre de conquête. » Cette conquête, nous n'en sommes qu'au début, selon vous, ou bien est-ce que tout est foutu ? Non, d'abord, moi je veux dire, j'ai une position claire, je ne m'en cache pas, je suis pour l'immigration. Moi, je suis un enfant de l'immigration. Je suis né aux États-Unis, de père américain. J'ai débarqué en France à 3 ans et demi. Et je fais partie de ces Français d'origine hybride. D'ailleurs, vous en avez ici beaucoup sur cette chaîne, je pense. Bien sûr. Pas seulement à Sonia Mabrouk, mais beaucoup. Et qui sont presque plus français que les Français. En tout cas, moi, je ne supporte pas la haine de soi, la haine de la France. Et je sais peut-être... oui, je suis même, je vais dire, je suis franchouillard. Et une fois que j'ai dit ça, la situation actuelle ne peut plus durer. Et elle dure depuis longtemps. Et c'est un scandale. Nous sommes, quand vous regardez bien les chiffres, nous sommes à 486 000 entrées chaque année, si vous ajoutez les droits d'asile, avec les premiers titres de séjour. 486 000, donc pratiquement 500 000. Vous rajoutez à cela. Alors, bon... Gérald Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, disait qu'il y avait entre 600 et 900 000 clandestins. Laurent Nunez, il a mis la fourchette un peu plus basse, il a mis à 600 000, et puis peut-être que dans quelques mois, il la mettra à 50 000. Mais bon, on peut dire quand même qu'on peut, comme ça, au doigt mouillé, disons qu'il y en a au moins 200 000 de plus. Donc ça fait 700 000. 486 plus un peu plus de 200 000, disons. Vous avez 700 000, peut-être un peu moins de 700, mais enfin, c'est autour de ça. Ouais. C'est une ville comme Marseille qui arrive tous les ans en France, et il n'y a rien pour accueillir. Il n'y a rien, puisque vous savez très bien, et là, on marche sur la tête, vous avez ces gens-là qui sont accueillis dans des hôtels, c'est-à-dire l'État paye des chambres d'hôtel, comme ça dure des mois. Vous avez aussi des centres, des écoles qui sont utilisées pour ça, pour les accueillir. Je pense en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, de la Creuse, etc. D'ailleurs, ce qui fait ensuite monter évidemment les voix du Rassemblement national, puisque ces pauvres airs qui sont là, ils n'ont rien à faire, ils ont peut-être ils ont une petite allocation, et puis ils s'ennuient, et puis bon, il y a parfois, disons, des agressions sexuelles. Bon, et si vous voulez, le problème, c'est que l'immigration, ça se traite. On a vécu en France, ça marchait l'immigration. Excusez-moi, quand vous regardez l'histoire de France, on en a besoin et elle marche. Elle a marché dans le passé. Mais jusqu'à dans quand, le passé, parce que il y avait d'abord la France assimilée. Moi, je suis un exemple d'assimilation. C'était mon époque. Mon père disait à table, je suis désolé, on parle français. Ici, on est en France. Mon père était américain. Il parlait avec un accent à couper au couteau. Et il avait cette espèce de... Et ça, vous lisez les mémoires du père de Zinedine Zidane, Smaïl Zidane, c'est un petit livre absolument magnifique. Donc, c'est le destin d'un Kabyle. Il raconte la même histoire. C'est-à-dire, il y avait l'amour de la France. D'intégration, en fait, d'immigration. Aujourd'hui, il n'est plus question d'assimilation. Bon, alors on dit intégration, mais il n'y a pas d'intégration non plus, puisque ces personnes, on ne les reçoit pas, il n'y a personne pour s'occuper d'elles, on ne leur cherche pas d'emploi, etc. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on empile, on reçoit.
Il n'y a même pas la volonté. Solution, selon vous, on a besoin d'immigration, vous l'avez dit, ne serait-ce que parce que notre population vieillit, on fait plus d'enfants, on a besoin de main-d'œuvre étrangère. Donc, comment on fait pour régler cette question d'immigration que vous dites qui n'est plus possible aujourd'hui et en même temps du besoin qu'on a d'immigrer? Comment on trouve le juste milieu, en fait? C'est très simple. On revient à la situation précédente où il y avait un contrôle de l'immigration. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand vous êtes, par exemple, en situation irrégulière, il n'y a même pas le risque d'une sanction pénale. Bon, il y a une vague sanction administrative, mais c'est rien du tout. C'est plus un délit d'être... C'est plus un délit. C'est plus un délit. Mais reprendre le contrôle, il y a beaucoup d'obstacles. Là, ça, il y a l'Europe, vous en avez parlé. Il y a le Conseil constitutionnel qui a là aussi censuré une partie mais de la loi l'Europe, je répète... L'Europe, oui, mais le Danemark, par exemple, a un traité d'exemption d'un certain nombre d'obligations. Oui, bien sûr, mais on peut tordre le bras de l'Europe. La preuve par le Danemark et l'Italie. Est-ce qu'il faut faire un référendum sur la question de l'immigration, par exemple? Est-ce que vous pensez que c'est par ce biais-là qu'on pourra arriver à reprendre le contrôle? Oui, mais enfin, c'est pas forcément nécessaire, parce que ça peut se faire avant. Je veux dire, regardez, Mélanie, elle a agi, elle a fait les choses. Frederiksen, au Danemark, même chose. Il n'y a pas eu de référendum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être que si les oppositions sont très fortes, il faut faire un référendum, mais je ne suis pas sûr. Moi, je pense simplement qu'il faut des gouvernants qui gouvernent, qui n'aient pas peur de je ne sais pas quoi, de la rue, d'un mauvais article dans Le Monde, de ceci, de cela. Enfin, les gouvernements que nous avons aujourd'hui. Enfin, ce sont des pétachards, il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de gouverner. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très mauvais pour les immigrés. Il faut dire, les immigrés qui se sentent, beaucoup se sentent très mal, les immigrés de l'ancienne génération, des générations d'avant. Enfin, on le voit, on le sent quand on parle avec eux. Et c'est très mauvais. C'est ce qui se passe dans le pays, si vous voulez. Ces gens-là, par leur incurie, leur manque de courage, leur laisser aller, finalement, ce sont eux qui créent les divisions. Les divisions qu'on sent venir en France avec... certains nous parlent de guerre civile, j'irai pas jusque-là, mais enfin, on voit très bien qu'il y a un fractionnement de la société. Il y a même peut-être à terme un risque de partition. Je pense qu'on en est pas là encore en France. Pour aller voir les risques de partition, je pense qu'il faut aller en Belgique, et puis aussi au Royaume-Uni. Quand on traverse la Manche, c'est pas triste là-bas. Mais si vous voulez, mais ça, c'est ce qui peut arriver à la France peut-être dans 5 ou 10 ans, si on continue le laisser-aller actuel. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, David Lisnard parle d'effondrement, moi je dirais aussi, c'est un laisser-aller, une sorte de je m'en foutisme d'État. Vous voyez, en haut là, bon, c'est pas grave, il laisse pisser le Mérinos. Le grand rendez-vous de François-Olivier Gisbert sur CNews, Europe 1 et avec Les Échos. On marque une courte pause et dans un instant, on va parler politique intérieure et ce qui se passe à l'Assemblée nationale. À tout de suite. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos avec notre invité ce matin, François-Olivier Gisbert, Clémence Lemestre pour Les Échos et Thomas Bonnet pour CNews. Thomas, vous souhaitiez interpeller François-Olivier sur la hausse de l'antisémitisme en France. Oui, parce que c'est ce qui aura aussi marqué cette année 2025, cette recrudescence d'actes antisémites. 1570 avaient été recensés en 2024, on verra les chiffres, mais on voit cette augmentation des actes antisémites. Il y a les actes et puis il y a les discours qui flirtent avec la ligne rouge parfois. Je parle évidemment de la France insoumise. Il n'y a pas de condamnation à ce stade, mais on voit quand même un discours alimenté chaque semaine, chaque jour presque, j'allais dire. Quel regard vous portez? Il n'y a pas de condamnation, mais quand même, quand la France insoumise porte plainte parce qu'on l'a traité de passionnément antisémite, voilà, elle perd le procès. Absolument, c'est le procès Raphaël Entové. La justice a reconnu que c'était un parti passionnément antisémite. Et qu'est-ce que ça dit de notre vie politique aujourd'hui qu'un parti comme ça puisse agiter ces passions tristes, ce poison de l'antisémitisme? Ça dit quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'il y a un antisémitisme puissant maintenant en France. On le constate chaque jour, je veux dire des petits faits de la vie quotidienne. Là encore, je dirais, il ne faut pas s'habituer, mais il y a cette tentation de faire en sorte, vous savez, faut toujours revenir aux années 30, la montée du nazisme et le retour de la bête hideuse, comme disait Bertolt Brecht. C'est que on s'habitue et on croit que ça peut pas continuer, ça peut pas progresser, mais ça peut aller de plus en plus loin s'il n'y a pas des signaux forts qui sont donnés. C'est-à-dire que, je veux dire simplement des punitions. C'est-à-dire, regardez, toutes ces histoires, Halimi, etc. Il y a eu sur l'affaire de l'antisémitisme depuis des années une sorte, de laisser aller aussi de la justice.
la justice a laissé faire. Excusez-moi, l'affaire Sarah Halimi, ça reste quand même quelque chose d'énorme quand on regarde bien l'histoire. Ce monsieur, je ne sais pas quoi, s'il était en psychiatrie encore ou pas, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, il a tué cette dame, il s'est acharné sur elle pendant longtemps, avant de la jeter du balcon, et il y a quelque chose quand même d'insane de penser que, voilà, il n'a pas eu à rendre compte de ses actes. La justice a décidé que, bon, voilà, il fallait que ça se termine en psychiatrie, alors que ça pouvait apparemment se discuter, puisque tout le monde n'était pas d'accord. D'ailleurs, un grand psychiatre avant, qui l'avait examiné, avait dit que M. Traoré, était conscient à ce moment-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cet antisémitisme, il progresse aussi parce qu'il n'y a pas de sanctions. Les sanctions doivent être violentes. Là-dessus, peut-être qu'il faut travailler sur l'arsenal, mais on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire, il n'y a pas de raison, si vous voulez. Quand vous donnez ces actes, 1570 actes antisémites, c'est 10 fois plus que les musulmans, qui sont quand même 10 fois plus nombreux, je suis désolé. Donc, cette petite minorité, toute petite minorité de juifs en France, 400, 500 000, vous avez vu ce qu'ils prennent? Même c'est le double de ce que prennent les chrétiens. Dans des actes antichrétiens, ils sont 2 fois moins nombreux. Et c'est absolument... Enfin, je ne sais pas comment dire. Je trouve que là encore, je parlais de laisser aller nos dirigeants. Enfin, on a l'impression qu'on a des gouvernants qui ne gouvernent pas. Il faut bien dire les choses. Il faut un cordon sanitaire avec LFI, par exemple, parce que c'est aussi ce parti-là qui est visé. Est-ce qu'il faut un cordon sanitaire avec LFI, pas d'alliance, les mettre un peu de côté? Ça, c'est pas à nous de le dire, ça ne sert à rien. Mais enfin, c'est évident que LFI pose un problème. Je dirais pas tous les candidats LFI, parce qu'il y en a qui sont à peu près dans la norme. Mais il y a énormément de candidats LFI qui ont dépassé les limites. Et vous avez vu d'ailleurs, parce que vous avez évidemment regardé les résultats avec soin, vous avez vu qu'aux législatives anticipées de 2024, ceux qui étaient les plus antisémites sont ceux qui ont le plus ramassé d'électeurs. C'est ça qui est atroce aussi, c'est que l'antisémitisme paye électoralement. Aujourd'hui, en France... Il grossit dans toute la société française ou dans beaucoup de parties de la société française, cet antisémitisme. Il y a toujours eu un antisémitisme résiduel. Il y a toujours eu, absolument, vous avez raison. Pas de droite ou de gauche. Là, on a quand même l'impression qu'il prend de l'ampleur. Et est-ce que, pour aller dans le même sens, il y a aussi peut-être, comme vous disiez, une non-condamnation de ces actes, et notamment une non-condamnation de la part de certaines associations, dont ce serait le but, ce serait de les condamner? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'État qui est en cause? Oui, mais moi je pense que l'État, quand même, il y a une part d'indifférence. On l'a vu, Emmanuel Macron, comme s'il avait peur de je ne sais quoi. Peut-être qu'il a peur des quartiers, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas. Voilà, il y a un côté, quand même, une très grande prudence. Enfin, c'est un sujet, je veux dire. Ou alors, on reste pas à la présidence si c'est pour laisser faire. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose. Si vous voulez, moi, je vois même quelqu'un qui avait des positions sur le Moyen-Orient. Qui était quand même très raide par rapport à Israël parfois, qui était Jacques Chirac, il n'aurait jamais laissé faire ça. Enfin, je veux dire, c'est un problème d'État, c'est quelque chose. Là, si vous voulez, je trouve qu'on est gouverné aujourd'hui par un mélange de relativisme, de cynisme. Et de je m'en foutisme. C'est ça, en fait, la réalité des choses. Et ça va durer comme ça encore pendant 1 an et demi, alors que Jacques Sorel, là, il me presse parce qu'il a d'autres questions à poser, alors que la situation s'aggrave. Elle s'aggrave économiquement. Et justement, on y vient, François. Oui, on y vient, parce que vous parlez du délitement de la puissance. Je savais que vous y veniez, c'est pour ça que j'ai fait la liaison. Mais justement, en fait, par rapport à cette situation, comment la France peut-elle agir? On parle d'impuissance publique, mais aussi une assemblée qui est morcelée, qui est complètement éclatée, cette assemblée nationale. C'est des blocages, c'est l'inaction, et on le voit avec ce budget de l'État qui va être de retour. En tout cas, on va en reparler à partir de la semaine prochaine, à partir du 5 janvier. Qu'est-ce que peut faire Sébastien Lecornu aujourd'hui dans cette situation pour doter la France d'un budget? Est-ce qu'il va être contraint finalement de se dédire, de passer par 49.3? Écoutez, il est habile, c'est clair. Sébastien Lecornu, on ne peut pas lui enlever ça. Il est habile, il est dans une situation un peu désespérée. Mais c'est évident qu'il doit se dédire. Pour la France. Alors pour lui, non, parce que peut-être que c'est un risque énorme, le 49.3. Mais il risque de sauter, effectivement, alors que s'il se débrouille, ça tiendra.
Et à mon avis, le président de la République au-dessus de lui demande certainement de tenir, parce que le seul objectif d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de survivre, de tenir encore un an et demi, de gagner du temps, 1 an et demi. Bon, mais si c'est pour faire le budget, une espèce de bougli-bougla, enfin absolument affreux, qui consiste à augmenter les dépenses et à augmenter les prélèvements obligatoires, parce que c'est ça le budget. Avec, on bat déjà les records de dépenses publiques. Hein, on est déjà à plus de 57%. Alors, je sais pas où on va aller, dans les étoiles. Et puis, alors, les prélèvements obligatoires, alors ça y va. On est aussi record mondial. Hein, la France détient un record mondial en matière de prélèvements obligatoires. Je sais pas, peut-être qu'on va aller monter jusqu'à 45 ou peut-être davantage. Tout ça est absolument grotesque parce que la France est devant des échéances difficile, hein, parce qu'avec son endettement, un endettement considérable, hein, depuis Macron, on est à plus 1200 milliards. Tout ça d'ailleurs pour payer en grande partie le modèle social français, c'est-à-dire les prestations sociales, les retraites, etc. Mais enfin, il faut être conscient de ça. C'est 1200 milliards avec une charge de la dette qui va être à 100 milliards par an à partir de 2029. Puis elle va monter après. La charge de la dette, c'est pas le remboursement de la dette, hein. C'est les intérêts, le paiement des intérêts. C'est 100 milliards, ce sera évidemment de loin le plus gros poste du budget. Bon, donc il y a des mesures à prendre. Et il y a des mesures tout simplement, moi je fais partie de ceux-là, et qui consistent non pas à faire, de faire peut-être ce qu'on va appeler un budget, les imbéciles vont appeler ça un budget d'austérité pendant 1 an, ce qu'ils ont fait d'ailleurs en 1958 quand De Gaulle l'a fait, mais il faut resserrer les vis, et puis après... tout faire pour qu'il y ait une forte croissance. Parce que la meilleure solution pour régler notre problème d'endettement, vous savez, il y en a une, tout simplement, c'est d'élargir le gâteau, d'augmenter la création de richesses. La France est capable de le faire, elle l'a fait dans le passé. Et c'est pas justement de rabougrir, de resserrer, de revisser ce qui est la stratégie actuelle, puisque si on regarde bien ce qui a été décidé par l'Assemblée nationale, je parle pas du Sénat, qui est évidemment plus intelligent, ce qui est pas difficile d'ailleurs, mais l'Assemblée, c'était le concours Lépine de la mesure fiscale la plus bête, etc. Et puis et des dépenses, d'augmentation des dépenses. Ça pour avoir en plus des Français qui sont pas si contents que ça de leur service public, par ailleurs. C'est-à-dire qu'on augmente les dépenses sociales, mais on n'a pas l'impression que ça plaise tant que ça aux Français. Oui, mais vous savez pourquoi ? Parce que le grand problème de la France, ce sont, comment dire, il a été dit par Georges Clemenceau il y a très longtemps, donc c'est pas nouveau. C'est la France est un pays très fertile, hein, on plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Et si vous regardez bien, d'ailleurs, pour répondre à votre question, par exemple les hôpitaux allemands, l'Allemagne, vous savez, elle dépense un petit peu moins que nous pour les hôpitaux. Hein, mais enfin, c'est à peu près, c'est des grosses sommes. Hein. La France et l'Allemagne sont les champions du monde pour les hôpitaux. Bon, mais l'Allemagne a des hôpitaux de bien meilleure qualité. Et elle a beaucoup de lits médicalisés, beaucoup plus que nous. Et vous savez pourquoi ? Ben, ils n'ont pratiquement pas de fonctionnaires. Mais nous, on en met partout. Partout, partout. Vous savez bien. Oui, il faut revenir là-dessus. Emmanuel Macron a quand même trouvé le moyen d'en embaucher encore 120 000. Mais on bat tous les records là aussi. Vous savez combien il y en a en France ? Si on rajoute les salariés disons, pas d'entreprise publique, mais de la sécurité sociale ou d'autres comme ça, on arrive à 7 millions. Hein, en Allemagne, à côté, vous traversez. Ils sont 83 millions. Nous, on est 67 millions d'habitants. Eux, ils sont 83 millions. Donc, ils sont beaucoup moins nombreux. Eh ben, ils n'ont que 4 500 000 fonctionnaires. C'est-à-dire, ils en ont 5% habitants. Nous en avons 9% habitants. Là, vous allez me dire, oui, mais ça dépend. Regardez l'Italie. Ils en ont 6% habitants. Pourtant, l'Italie, c'est un fonctionnement un peu à la française. Donc, Olivier Gisbert, vous nous faites le comparatif avec d'autres pays. On a dressé un état des lieux de la politique depuis 10 ans d'Emmanuel Macron, volet régalien, volet économique. On parlera, je crois, du volet diplomatique tout à l'heure. L'expérience qui est la vôtre, j'ai envie de vous poser la question, François-Olivier Gisbert. Est-ce que le président de la République, selon vous, a le pire bilan à ce stade? Il nous reste 1 an et demi, on verra. Le pire bilan de la Ve République. J'ai dit sur cette antenne, déjà, il y a quelques années, mais je crois que ça se confirme, oui. Je crois que c'est le plus mauvais président de la Ve République. Je crois que c'est évident. Pourquoi ? Parce que les autres ont essayé de faire des choses. C'est-à-dire, à un moment donné, par exemple, Mitterrand est allé dans le mur avec sa politique de 1981, et il y a le grand virage, c'était Pierre Mauroy qui faisait pression, qui était son Premier ministre, pour qu'il fasse ce virage. Bon, il l'a fait. Et quand vous regardez ses textes, il l'a assumé. Il a dit, faut arrêter les bêtises, maintenant, on va être sérieux. Bon.
Chirac, on peut dire qu'il a beaucoup dormi. Il n'a pas fait énormément de choses. Il a beaucoup dormi pendant ses mandats, disons, ses 2 mandats. Bon, mais il se réveillait de temps en temps. Et quand il se réveillait, ça se voyait. Il faisait des choses. Enfin, je veux dire, il était là, c'est tout à fait différent. On a l'impression de quelqu'un qui, qui disparaît, mais il fait des choses. C'est-à-dire, il s'occupe, il travaille. Je dirais pas qu'il travaille, puis il est brillant même. Et puis il s'occupe de dossiers très bien. Je pense notamment, par exemple, puisqu'il fait en ce moment en soutien à l'Ukraine par rapport à Trump, c'est très utile. C'est très utile pour l'Europe. Je dis pas du tout qu'il ne fait rien. Mais sur les grands dossiers, on a l'impression qu'il a peur. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est l'affaire des Gilets jaunes? Non, parce que quand vous voyez le premier mandat, il n'a pas fait grand-chose. Le deuxième mandat, rien du tout. Mais le premier mandat, il n'a pas fait grand-chose non plus. Il a continué la politique de François Hollande, d'ailleurs, qui était tout à fait juste par rapport à la défiscalisation des entreprises, parce qu'il fallait le faire. Mais c'est toujours le problème, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la désindustrialisation, elle continue en France. Elle continue en France parce que Macron avait commencé le travail... Il avait poursuivi le travail entamé par François Hollande, mais aujourd'hui, on est quand même toujours confronté à ça. Hein, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours un chiffre là-dessus, sur la désindustrialisation, qui est un vrai sujet, parce que vous me parlez des problèmes français. Ça, on a 2 pieds. Hein. La France, elle a 2 pieds, c'est l'agriculture. Ça va mal en pis, même si on est toujours le premier producteur en Europe. Mais l'industrie, on a réussi à être maintenant le pays le plus désindustrialisé d'Europe avec la Grèce. Et vous savez pourquoi? C'est très simple. Alors, les démagogues vont vous dire c'est la faute à l'Europe, ou d'autres, les gauchistes, vont vous dire c'est la faute à la mondialisation ou à l'ultralibéralisme, comme si la France était un pays libéral. Il faut vraiment être taré pour faire ça. Mais enfin, il y a en France des gens pour le croire. J'ai entendu Aurélie Trouvé, qui est la députée LFI et surtout la présidente de la commission, ancienne présidente de la commission économique de l'Assemblée nationale, qui disait il faut rompre avec le libéralisme. Tu parles, je crois qu'il faut peut-être mettre un petit peu de libéralisme dans notre sauce, parce que c'est quand même le grand problème, l'immense problème français. Mais je vous donne un chiffre qui dit tout sur la France, hein, et qui montre que c'est nous, que c'est la fiscalité française. L'impôt sur les impôts sur la production sont 5 fois plus importants en France qu'en Allemagne. Je vais vous donner un exemple, simplement. Les emplois industriels des groupes industriels français, 62% des emplois industriels des groupes industriels français ont été délocalisés et sont dans les filiales à l'étranger. En Allemagne, c'est 23%. 23% seulement. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en France, ils ont été poussés dehors, obligés à partir, à monter des usines, ce qui est très compliqué à l'étranger, parce que tout était trop cher. Et c'est pas un problème de main-d'œuvre qui est trop cher, c'est pas vrai. C'est parce que il y a la fiscalité. Et les abrutis à l'Assemblée nationale qui ne connaissent rien à l'économie, ou je sais pas, ou on leur a donné des vieux prospectus de l'Union soviétique pour qu'ils apprennent comment ça marche. Ils ont rien trouvé de mieux aussi que continuer à massacrer nos entreprises, notamment celles d'ailleurs qui font des bénéfices à l'étranger, qui les rapatrient en France. C'est une façon de leur dire allez vous installer ailleurs, ce qui ferait peut-être d'ailleurs, puisque aujourd'hui la grande idée c'est oui, s'il y a des problèmes avec les riches qui veulent s'en aller, c'est François Ruffin qui disait ça, on va leur retirer leur passeport. Ouais. Moi je pense qu'il pourrait se souvenir aussi ce qu'avait proposé Marat pendant la Révolution. On pouvait faire ça pour les ennemis de la Révolution, pour leur couper les oreilles et leur couper les pouces pour qu'on les reconnaisse facilement. Enfin, où il disait aussi sinon il fallait les liquider. Enfin, tout ça est débile. François-Olivier Gisbert, en un mot, juste avant de marquer une courte pause, Emmanuel Macron va prononcer ses vœux aux Français dans quelques jours. Vous parliez des agriculteurs, vous parliez du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en attendez de cette expression du chef de l'État ? Rien. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ? Non, mais sérieusement. De toute façon, il n'a pas les pouvoirs. Il n'a pas les pouvoirs. Il les a donnés à Sébastien Lecornu, qui est habile, avec, il lui a quand même donné une ligne qui est je veux tenir le plus longtemps possible. Donc, et Lecornu essaie de faire les choses, et donc c'est le Parti socialiste qui est devenu qui souffle à l'oreille. J'espère qu'on va pas se retrouver avec une pseudo-loi Zuckman ou quelque chose comme ça, qui finisse par planter définitivement l'industrie française, ce qui est peut-être d'ailleurs l'objectif de ces gens-là, vous savez. Donc un président qui va peut-être davantage nous parler d'international, c'est désormais sa seule mission ? Oui, il le fait
Pas toujours mieux, mais souvent mieux, mais pas toujours mieux quand même. Il y a un an, il avait promis des référendums, Emmanuel Macron, lors de ses vœux. Encore une promesse qui n'a pas été... Ah mais je vois que vous croyez beaucoup aux promesses Thomas Bonnet croit beaucoup aux promesses de Emmanuel Macron. Je crois que vous êtes le dernier en France à croire encore. Non, comme vous êtes journaliste, forcément, vous les recensez. Mais il y en a comme ça, des promesses, bien entendu. Mais ça ne sert à rien. Que ceux qui y croient. Oui, elles ne servent qu'à ceux qui les promettent. Ouais. Le grand rendez-vous de François-Olivier Gisbert, on marque une courte pause et dans un instant on va parler justement d'international, de Donald Trump et de l'Ukraine. Ne bougez pas, à tout de suite sur CNews Europe 1. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews, les échos avec notre invité ce matin François-Olivier Gisbert et pour vous interroger François-Olivier, Thomas Bonnet pour CNews, Clémence Lemestre pour les échos. Une information de dernière minute qui vient de nous parvenir François-Olivier Gisbert. On vous l'apprend ici sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans. On vient de l'apprendre. Brigitte Bardot, vous la connaissiez très bien, François-Olivier Gisbert. Oui, alors moi j'attends confirmation parce que pour moi elle est toujours vivante. C'est une grande dame. C'est une grande dame très courageuse qui n'a peur de rien. Justement, je parlais des peureux qui nous gouvernent. Elle, c'est un festival. Vous voyez, quand je vais la voir là-bas, elle parle beaucoup de tous les sujets, elle s'intéresse à tout. C'est un modèle de vie, c'est-à-dire que c'est vrai, ces gens qui n'ont peur de rien. Elle a mené sa vie comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle avait sa grande carrière, elle était au cinéma, elle tournait un film, et puis on vous lui présente une chèvre qui va finir en méchoui, et puis elle dit non, je l'adopte, et puis voilà, puis à partir de là, sa vie change, et elle décide de consacrer sa vie aux animaux. Et là-dessus, si vous voulez, bon, c'est normal, les médias font souvent leur travail mal, mais bon, elle a été caricaturée comme une espèce de raciste, parce que pour une raison très simple, c'est qu'elle a compris que la cause animale, moi qui me concerne aussi, beaucoup de gens s'en foutent. Et donc la seule façon de se faire entendre, c'est d'hurler, d'être violent. Elle a été très violente. Elle a été très violente avec tous ceux qui martyrisaient les animaux. Ça pouvait être les Espagnols, ça pouvait être les gens du Maghreb, ça pouvait être les gens de Réunion. Alors donc, parce qu'elle employait des mots forts, on disait elle est raciste. Mais je vous signale, mais ça on l'oublie toujours, les noms qu'elle a eus pour le président de la Fédération des chasseurs, Willy Schren, oui, qu'elle a traité, je crois, de gros cochons, je sais pas, elle a eu des mots comme ça, ou de gros salopards, et parce qu'elle était comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne mâchait pas ses mots. Moi, je trouve que en tout cas, c'est une grande Française, il ne faut pas oublier, c'est une grande Française. La fondation Brigitte Bardot, la fondation Brigitte Bardot, auprès de l'agence France-Presse, c'est une information qui est donc confirmée. La fondation Brigitte Bardot, c'est une organisation extrêmement puissante qu'elle a développée, elle a travaillé là-dessus 24 heures sur 24. Elle a arrêté sa carrière, quoi. Tout ça pour la cause animale. Et c'est une grande Française, si vous voulez, qui, quand vous voyagez beaucoup, ce qui m'est arrivé à une époque, c'était frappant de voir comme elle incarnait la France comme le général de Gaulle. Vous voyez, c'est la France d'avant. C'est justement la France d'avant que vous décrivez. D'ailleurs, dans mon livre, La France d'avant, je parle d'elle, d'ailleurs, où j'ai des mots, évidemment, parce que c'était impossible de pas l'aimer profondément. Elle n'avait pas tellement besoin de l'amour des autres, parce qu'elle passait son temps à donner l'amour aux autres, aux animaux bien entendu, mais je le signale à tous ceux qui disent oui, et les humains là-dedans, eh ben oui, elle était aussi, elle avait un cœur gros comme ça, les petits vieux qui avaient besoin d'elle, etc. Elle faisait des chèques, elle aidait, enfin voilà, c'est une femme absolument merveilleuse. Bien, nous allons bien sûr revenir sur le décès de Brigitte Bardot. Pour moi, elle ne mourra pas, elle ne peut pas mourir. Brigitte Bardot est éternelle. C'est la dernière icône pour vous, d'ailleurs, qu'on comptait dans notre pays ? Oui, je pense, mais vous savez, les pays, c'est pas parce que voilà, il y aura d'autres icônes à venir. Ça faut se rassurer là-dessus. Vous savez, la France, elle a encore du ressort. La France n'est pas finie. Non, la France n'est pas finie, comme disait De Gaulle, elle a toujours été refaite. L'envergure de Brigitte Bardot, c'est ça que je voulais dire, c'est quand même une icône au sens presque littéral du terme. Ah oui, mais c'est un personnage énorme. Mondial. Quand on pense l'impact qu'a eu Et Dieu créa la femme, par exemple, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un film que tout le monde a vu aux États-Unis, peut-être plus encore qu'en France. Quand on voit qu'au fin fond de l'Amérique latine, et puis voilà, et puis ces chansons sur elle, et puis enfin non, c'est un personnage.
extraordinaire. Vous avez des souvenirs plus personnels avec elle, de moments que vous avez pu partager? Ouais, je la vois encore. J'ai plein de souvenirs, mais par exemple, un jour, la clope au bec, elle est là comme ça, en train de. Elle écrit beaucoup de lettres sur les animaux, justement, pour défendre. Elle écrivait une lettre au pape et je trouvais qu'elle était un petit peu désinvolte, alors qu'elle est elle est très chrétienne. Et elle était un peu désinvolte. Et je lui avais dit, elle l'avait refait derrière, je me souviens, c'était. Non, parce que c'était quelqu'un qui était aussi à l'écoute. Elle donnait l'apparence d'un mauvais caractère, mais elle avait, je le répète, un cœur gros comme ça. Brigitte, elle avait. Thomas Bonnet. J'arrive pas à me résoudre à parler. Oui, c'est assez difficile parce qu'on vient tous d'apprendre cette terrible nouvelle. Ça va marquer l'année, évidemment, l'année 2025 aussi, cette terrible nouvelle. Elle était en retrait quand même des écrans, de l'espace médiatique depuis des années. Vous qui l'avez fréquentée, comment vous expliquez le fait qu'elle se soit mise en retrait comme ça dans sa vie de célébrité, d'icône? Parce qu'en fait, elle n'avait pas besoin de ça. Je pense que quand elle s'est rendue compte que, comme toute sa vie a consisté à développer, à partir du moment où elle a quitté le cinéma, toute sa vie consistait à développer sa fondation et que sa fondation marchait. Au départ, elle a fait beaucoup, effectivement, de médias, parce que ça a aidé, évidemment. Mais à partir du moment où elle s'est rendue compte que ça marchait tout seul, je ne dis pas que ça marche tout seul, elle n'a pas besoin de tout ça pour que ça marche, elle a arrêté. Elle a arrêté, effectivement... elle en faisait un peu parce qu'elle était tout le temps sollicitée par tout le monde, d'ailleurs y compris par moi, ça m'est arrivé de temps en temps. Mais évidemment, tout le monde lui demandait, tout le temps, et puis on essuyait des refus. Mais elle n'avait pas besoin de ça. Elle n'avait pas besoin parce que à un moment donné, c'est devenu, ouais, elle est entrée dans une autre dimension. Et c'est devenu effectivement un des personnages historiques de la France. Hein. Je veux dire, c'est quand même quand on regarde, si on regarde les personnages historiques, elle a incarné la libération de la femme, parce qu'au départ c'est ça aussi. Et dans le monde entier, je pense que c'est ça qu'il faut voir. C'est ça surtout, c'est une icône française qui est vraiment connue à l'international. Et il y en a moins maintenant, où il y en a pas qui sont aussi symboliques que ça, et notamment ce que vous disiez de la libération de la femme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement connue en tant qu'actrice. Elle incarne quelque chose. Elle incarne quelque chose. C'est pas juste une jolie actrice. Elle incarne la femme libre, qui fait ce qu'elle veut, qui n'a pas de compte à rendre aux hommes. Et c'est pour ça que toutes les femmes, je me souviens de ma mère, par exemple, qui était prof de philo, enfin, a priori, qui était féministe, mais a priori, ça pas été forcément sa tasse de thé. Ma mère adorait Brigitte Bardot, justement à cause de ça, parce que c'était quand même l'époque où, vous savez, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir leur carnet de chèques. Hein. C'était monsieur qui avait le carnet de chèques, et madame devait demander la permission à chaque fois. De dépenser. Voilà, c'était pas lui qui avait les comptes. Et ça, c'était bon. Et elle arrive à ce moment-là, elle fait tout sauter. Elle a tout fait sauter avec une sorte de fausse candeur, parce que c'était une femme très intelligente et une femme qui lisait. Hein. C'est une femme qui lisait les livres. Elle avait une culture, une vraie culture. Et une femme très politique aussi. Très politique, effectivement. Alors là-dessus, tout ça aussi a été très caricaturée, parce que bon, elle était clairement de droite, gaulliste. Hein, c'était la grande époque. D'ailleurs, faut pas oublier que une de ses grandes victoires sur l'abattage. Enfin, maintenant, on est revenu derrière, hélas, avec la montée du halal. Mais vous savez, l'abattage avec le matador, qui était comment dire, une façon d'insensibiliser l'animal avant de le saigner. Ça, elle a obtenu ça de Roger Frey, qui était ministre de l'Intérieur du général de Gaulle, qu'elle était allée voir pour lui présenter l'objet, pour lui dire, voilà, et tout ça avait été suivi, adopté, et le général de Gaulle était d'ailleurs aussi un fan de Brigitte Bardot, puisque il y a une célèbre anecdote quand il la voit arriver un soir dans une espèce de grande soirée à l'Élysée. Elle était invitée, était venue habillée avec on aurait dû un habit militaire, et il avait dit, tiens, voilà un militaire. On voit, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, on voit à l'antenne défiler les images d'archives de Brigitte Bardot. Si vous deviez retenir, vous, une image de son immense carrière, ce serait laquelle, François-Olivier Gisbert? Oh, plein de films, franchement. Plein de films, parce que les grands films, évidemment, c'est Le Mépris, tout le monde le cite toujours, Et Dieu créa la femme.
Et puis, moi, c'est un film que j'ai vu quand j'étais gosse. Je n'avais pas votre âge avant d'aller voir ce genre de film. C'était Babette s'en va en guerre avec mon héros, qui est d'ailleurs un ancien d'Europe 1, Francis Blanche, voilà, qui tenait la réplique. Babette s'en va en guerre. J'ai gardé de très bons souvenirs de ce film. Bon, et puis après, ses amours. Elle avait bon goût, hein, quand on regarde bien. Elle avait tous les bons, hein. Elle a tous les bons. Sauf Alain Delon. Oui. Il n'y a rien eu entre eux, j'en ai parlé avec les deux, d'ailleurs, souvent, et il y a jamais, j'en parle dans le livre. Vous avez eu une conversation? Je parle dans le livre parce que c'est vrai que j'étais étonné toujours qu'il n'y ait rien eu entre eux, parce que bon, puis c'est un amour avec Serge Gainsbourg, et vraiment les chansons sont bonnes quand même. Initial bébé, tout ça, oui, c'est bon, hein, quand même. Alors, elle est aussi associée. Une bonne chanson de Serge Gainsbourg. Brigitte Bardot, elle est aussi associée à la ville de Saint-Tropez, et vous êtes originaire du sud de la France. Originaire, enfin bon. Originaire, vous y êtes installé depuis longtemps, on peut le dire. Vous parliez de Toulon tout à l'heure. Vous parliez de Toulon tout à l'heure. L'hommage va être, on imagine, gigantesque dans la ville de Saint-Tropez à partir des prochains jours. Bah, Saint-Tropez, c'est elle a sa statue. Et puis alors, surtout, il y avait quelque chose qu'elle n'aimait pas, d'ailleurs. C'est pour ça, je pense qu'elle s'était enfuie. Elle passait ses journées dans une propriété qu'elle avait au-dessus, qui était la garrigue. Elle appelait ça la garrigue, où tous ses animaux étaient là. Donc elle passait la journée avec ses animaux. Mais en bas, c'est vrai, quand elle ouvrait, elle m'avait montré dans sa chambre, là, elle ouvrait les fenêtres. Il y avait, évidemment, c'était l'été, il y avait toujours énormément de bateaux, de gens qui regardaient, de touristes avec des jumelles, etc. C'était pas terrible. Ça devait pas être très agréable pour elle. Elle n'aimait pas ça du tout. Elle n'aimait pas sa popularité, ça je crois pas. C'est pour ça que c'était une femme. C'était la mère Courage. Vous parliez de ses engagements, vous parliez de ce qu'elle représentait. On l'a un peu déjà abordé, mais c'est vraiment une partie de la France d'avant, d'une certaine France qui a fait vibrer des millions de Français qui s'en va en même temps que Brigitte Bardot aujourd'hui. C'est ça qu'on peut retenir aussi. Oui, mais enfin, ça va rester, ça reviendra. Mais elle avait quelque chose de très fort, justement, qu'avait d'ailleurs son ami Alain Delon, parce qu'il y avait une relation étrange entre eux, hein, parce que c'était quand même les deux. C'est aussi deux icônes qui sont partis à peu près au même moment, parce qu'Alain Delon n'est pas décédé il y a très longtemps. Deux icônes internationales qui n'ont pas voulu faire leur carrière aux États-Unis, qui ont refusé les sirènes américaines, parce que Dieu sait si elles étaient grandes vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de lui. Ils n'ont pas du tout. Ils voulaient rester en France parce qu'ils aimaient la France, les amoureux de la France. D'ailleurs, c'était tous les deux des gaullistes, un peu perdus après la mort du général, mais ils étaient restés là-dedans, oui, bien sûr. Justement, je vais permettre de vous couper, François-Olivier. À l'écran, on a cette communiqué de la Fondation Brigitte Bardot. La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse le décès de sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d'abandonner, je cite, sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa fondation. Et quand vous parliez avec elle, vous savez, cinéma, ce qui m'est arrivé de temps en temps, ça l'emmerdait. Elle était, vous voyez, et pas du tout parce qu'elle regrettait, ça ne l'intéressait pas. Elle était passée à autre chose. Elle était passée à autre chose. C'est ça qui était extraordinaire. Elle a plusieurs vies, en fait. Elle n'était pas du tout dans l'apparence. C'est ça qui est formidable. C'est pour ça qu'elle est terriblement... C'est pour ça que je suis un peu ému, là. Ouais. En entendant le communiqué, c'est comme ça. Justement, vous disiez c'est une icône, elle est éternelle. On vient d'apprendre cette information. Pour bien se rendre compte de la portée de l'annonce de ce décès, on est là de quelque chose de l'ordre de ce qui peut s'apparenter aussi au décès de Johnny Hallyday en 2017. On est là dans quelque chose qui nous dépasse, d'une certaine image de la France et de quelque chose d'une personnalité qui rassemblait les Français. Oui, vous avez raison, parce que moi, je suis rarement ému par la mort des grands personnages. J'étais ému à la mort du général de Gaulle. J'étais ému à la mort... Je suis ému en ce moment, évidemment, avec la mort de Brigitte Bardot. Et puis, évidemment, ému aussi à la mort de Johnny Hallyday, surtout quand on voyait les millions de gens au moment de l'enterrement. Et puis vous rentriez dans un bistrot et les gens pleuraient. C'était comme la mort du général de Gaulle. Ce qui était intéressant, c'est que c'était des gens, effectivement, de tous les milieux sociaux. C'est-à-dire que ce sont des icônes, des personnages qui sont appréciés aussi bien par toutes les classes populaires que les classes dirigeantes, enfin vraiment toute la société. C'est quelque chose que j'évoque dans le livre qui me frappe beaucoup, c'est le fractionnement. Et qu'il n'y a plus aujourd'hui. Chaque communauté
chaque catégorie d'âge ou de la population a son idole. Et au fond, quand vous voyez, Georges Brassens, il parlait à la fois aux duchesses et aux femmes de ménage, qu'il adorait. La duchesse, elle s'en canaillait, la femme de ménage, elle adorait aussi. Et puis, elle, Brigitte Bardot, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle plaisait à tout le monde parce que, d'abord, elle avait ce côté populaire, cette gouaille absolument incroyable. Et puis, de l'autre côté, on voyait qu'il y avait de la culture. Ça apparaissait, elle cachait sa culture, elle n'était pas en train de faire des tartines de confiture de culture comme tous ceux qui n'en ont pas. Mais on voyait elle était profonde. Et puis elle avait une vie exceptionnelle, quoi. Et elle était libre. Le mot de liberté, là aussi, vous l'avez employé. C'était une femme qui pouvait dire ce qu'elle pensait. Vous l'avez rappelé, parfois à contre-courant, parfois contre le politiquement correct. Ça aussi, ça leur a marqué. Et c'est peut-être aussi ce qu'on a perdu. Vous disiez, il y aura peut-être de nouvelles icônes. Ce côté de liberté, cette liberté de ton et contre le politiquement correct, c'est moins vrai aujourd'hui. Oui, mais vous avez raison, Thomas. Mais je crois quand même que l'esprit critique, vous voyez, moi, d'ailleurs, j'insiste beaucoup là-dessus dans le livre sur l'esprit critique. C'est la France, ça. Et l'esprit critique, elle avait cet esprit critique. C'est-à-dire ce mauvais esprit aussi. Et ça commence, vous savez, ça commence avec Rabelais, ça continue avec Molière, le plus grand auteur peut-être un des plus grands auteurs de tous les temps. Et puis ça va après. Voltaire, puis après, vous avez Coluche aussi, vous avez des proches, vous avez plein de gens de ce genre. Donc nous sommes un peu comme ça. Et je pense que ça va rester. Simplement, c'est vrai, c'est qu'elle, c'était une montagne, et après il y aura peut-être quelques collines, mais peut-être que des montagnes viendront derrière. Mais elle, c'était une montagne parce que elle était tellement... ce qui était extraordinaire, c'était son absence totale de retenue sur les grands sujets. C'est-à-dire, elle pouvait se mettre en colère devant vous, toute seule, parce qu'elle était choquée. Vous voyez, et au fond, c'est la colère qui fait vivre ces gens-là. Regardez, elle est morte, en pleine possession de ses moyens. Quand vous parliez avec elle, il y a encore quelques temps, c'était une jeune fille, vous voyez, elle avait ses colères, elle avait ses passions, et voilà. C'était le grand rendez-vous. Elle est morte dans la force de l'âge. C'était le grand rendez-vous de Franz-Olivier Gisbert, un grand rendez-vous bien sûr chamboulé par l'annonce du décès de Brigitte Bardot ce matin à l'âge de 91 ans. Nous allons bien sûr continuer d'en parler sur l'antenne d'Europe 1 avec Elliott Deval et sur CNews avec Élodie Huchard. Très bonne journée, bon dimanche sur Europe 1 et CNews.